à tous, ici Dalila Madine et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design Thinking. Parlons Design Thinking est un podcast où nous mettons en lumière des personnes qui utilisent l'esprit design pour résoudre les problèmes autour d'elles et ainsi décrypter leurs succès et échecs. Mon objectif est de rendre le design thinking concret pour tous. L'intervenant de ce nouveau podcast est Nabil Elbeki, chef du pôle anesthésie-réanimation du centre hospitalier de Valenciennes. Parfois, il m'arrive de préparer une interview en pensant être sûre de l'orientation que va prendre la discussion. Et parfois, je suis complètement touchée, voire même émerveillée par ce que j'entends. Et c'est le cas de cette rencontre avec Nabil Elbeki. Nabil a utilisé l'état d'esprit du design thinking pour répondre à un problème, celui de réduire l'anxiété des enfants avant d'aller au bloc opératoire. Son idée est génialissime, ludique et surtout inspirante. Aujourd'hui, elle est utilisée par plusieurs hôpitaux dans le monde. Je ne vous dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous. Nabil, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse du projet et surtout nous donner un peu le début et à quel problème vous avez voulu faire face? Alors Dalila, pour te rappeler un petit peu la genèse du projet et le pourquoi du comment de notre projet, il faut que tu comprennes que pour un anesthésiste, la gestion de l'anxiolyse, de l'anxiété des patients avant une opération, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça concerne toute une batterie de médicaments qu'on peut utiliser pour lutter contre l'anxiété. Et au fait, ces derniers temps, on s'est demandé si on ne pouvait pas avoir d'autres stratégies plus axées au développement durable, donc des thérapies qui sont non médicamenteuses pour pouvoir gérer cette anxiolyse. Donc dans le service qui est le mien, à Valenciennes, on est très axé hypnose en anesthésie. D'accord. Donc on a une dizaine de médecins qui ont le DU d'hypnose. Et donc, on est très friand de toutes les techniques pour éviter les médicaments. Donc, on fait de l'aromathérapie, on fait la communication thérapeutique, donc les techniques d'hypnose, toutes sortes de techniques d'hypnose pour gérer notamment la douleur. Et une des techniques qu'on utilise pour baisser l'anxiété des patients adultes, c'est notamment les emmener debout au bloc opératoire. On arrête les brancards. Les gens ils sont debout, donc il y a plus de respect. L'accueil est plus courtois, plus naturel. Les gens, on les appelle monsieur, madame, on ne les appelle pas par le nom de l'intervention. Et ils arrivent en salle d'opération beaucoup plus détendus. Et donc, on évite certains médicaments. Des médicaments qui ont d'autres effets secondaires, notamment qui prolongent l'anesthésie après l'intervention. Pour les enfants, il fallait trouver une stratégie, puisque effectivement, on ne pouvait pas les emmener debout. C'est plus difficile, c'est plus complexe. Et puis, c'est des personnes, les enfants, des personnes qui sont plus anxieuses, plus tristes. Il y a les parents. Il y a ce lien avant l'intervention qui est très fort, qui est très angoissant. Et donc, on a des pleurs, des cris. Et c'est difficile à gérer avant une intervention. Donc, on donnait des médicaments. Et on avait des enfants qui se réveillaient mal après l'intervention. Donc, c'est autour de ce problème-là qu'on a commencé à discuter en équipe et qu'on a pensé à transformer le brancard en jouet et finalement qu'on a commencé à réfléchir à l'utilité, pourquoi pas, de voitures électriques. Et comment il y a eu l'idée de ça? Et donc l'idée, elle vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous intéressés par trouver un moyen de jeu. On pense aux voitures, mais l'idée concrète et la concrétisation, c'est le jour où je vais dans un magasin de jeux pour ma fille, pour acheter un quad, et je trouve une concession de voiture électrique. Puisque l'idée qu'on avait, on l'avait partagée, on l'a pensée, mais on a tous pensé au frein. Et le frein, c'était justement la gestion de ces voitures. C'est-à-dire le côté maintenance, c'est le côté sécuritaire, c'est le côté fiabilité. C'est quelque chose qui nous faisait dire ouais, c'est une bonne idée, mais c'est pas faisable. Et finalement, en trouvant un concessionnaire, on s'est dit tiens, on a tout un pan d'un frein, d'un écueil qu'on avait relevé tout de suite au sein de notre équipe en brainstorming qui a été levé. Et donc, on avait possibilité de gérer une flotte de voitures
et de pouvoir les réparer, de pouvoir les sécuriser. Et donc ça, une fois qu'on a eu levé ce frein, l'idée est devenue concrète. C'est-à-dire qu'on a pu acheter des voitures et commencer à écrire des protocoles, des procédures. Puisqu'à l'hôpital, donc les process, comme je vous l'ai dit, une process de maintenance, c'est qui fait quoi, qui répare, qui surveille. Une des valeurs fortes de l'hôpital, c'est la qualité des soins, mais c'est aussi la sécurité. On ne pouvait pas introduire comme ça un matériel innovant et qui n'a pas été fait pour le soin sans être sûr qu'au niveau sécurité, on soit fiable. Donc on a créé une fiche de maintenance, on a dû intégrer toute l'équipe des ouvriers de l'hôpital en charge du secteur du bloc opératoire pour pouvoir leur inculquer la gestion de ces autos. Notamment, on sait que ces voitures sont souvent déjà montées. Nous, on a refusé. On voulait qu'elles soient arrivées en kit pour pouvoir les monter nous-mêmes, pour vraiment acquérir, connaître, maîtriser la voiture dans son fonctionnement. Puisque justement, l'intérêt, c'est d'avoir une maîtrise. Donc, il fallait que ce soit un outil qu'on s'approprie. Donc, j'avais l'impression que le fait que l'ouvrier construise lui-même la voiture, la monte un peu, c'est pas compliqué, mais la monte et que la voiture ne soit pas déjà montée, ça permettait aussi de l'impliquer plus, ça lui permettait de faire la fiche de maintenance plus facilement, plus aisément, et puis connaître la fragilité de la voiture et savoir ce qui pouvait être coupant ou dangereux pour un usage hospitalier. D'accord, et du coup, qui les montait ici ? Alors c'est l'ouvrier de pôle. On a 2 ouvriers de pôle, 2 techniciens de maintenance qui font ce travail-là au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, au quotidien, c'est des gens qui réparent les robinets, réparent les prises, réparent les brancards, réparent les portes, et sont devenus maintenant des maestros en montage de voitures électriques. Les autres protocoles, c'est les protocoles de fonctionnement et de qui fait quoi, un logigramme. Parce qu'une fois qu'on a eu l'idée, effectivement, c'est une idée qui peut paraître simple, mais on change complètement les habitudes des services, puisqu'on a les services ambulatoires, mais on a aussi le bloc opératoire, on a les infirmières, les aides-soignantes, on a les médecins, on a également les anesthésistes, les chirurgiens. Donc c'est plusieurs corps de métier, les brancardiers, et donc plusieurs corps de métier qui travaillent ensemble, qu'il faut coordonner, puisqu'il faut un top départ, il faut savoir qui accompagne l'enfant, parce que c'est des voitures qui sont certes électriques, mais qui sont soit commandées par l'enfant, mais qui peuvent être guidées avec une télécommande. Donc on a toujours quelqu'un à proximité pour suivre l'enfant, pour sécuriser le parcours, pour guider aussi tout le transit du patient, et puis qui permet aussi de faire les transmissions orales, comme avant. Donc on a dû juste adapter notre parcours, et donc il fallait l'écrire, et donc on a dû créer un logigramme avec, en ayant l'accord de chaque corps de métier, pour que tout le monde adhère au projet. Et du coup, c'est ça ma question. En termes de conduite du changement en interne, est-ce que c'est quelque chose qui a posé problème ou... Voilà, alors, que tu peux nous en dire ? C'est vrai que c'est quelque chose qui a pas posé problème, c'est un grand mot, mais qui n'a pas été acquis d'avance. On va dire que la chance qu'on a, c'est qu'on a un hôpital qui est innovant de par son management. On fait un management de terrain avec une délégation de gestion des projets qui est très très aboutie, qui est assez unique en France. Donc ce sont les praticiens, les soignants qui gèrent leurs projets sans avoir besoin, quand c'est des projets qui sont d'envergure financière pas trop élevée, mais avec pas mal de marge de manœuvre, qui nous permettent de faire des projets de façon très libérée. Et donc, c'est grâce à cette liberté d'action qu'on peut très vite, avec des idées qui sont assez simples, ou des idées qui sont parfois plus difficiles, aller en phase projet. C'est nous qui portons le projet et qui pouvons aller directement voir nos collègues. Et puis derrière, comme pour l'ouvrier, pour l'exemple de l'ouvrier, on se connaît, on se parle, la hiérarchie elle est directe. Donc c'est les médecins, les cadres soignants qui ont ce pouvoir de gestion et de décision. Et on prend la décision assez simple et on teste. Et si ça va pas, on fait pas. Et si ça fonctionne, on cartonne. Et on va plus vite dans le mode décisionnel. Dans d'autres hôpitaux, c'est une hiérarchie un peu plus descendante. Donc c'est soit l'administration qui a l'idée et qui essaie à imposer aux soignants quelque chose dont ils ont eu l'idée, ou alors c'est des soignants qui ont des idées et qui, pour le faire, doivent demander l'avis d'un administrateur qui ne connaît pas forcément le terrain soignant. Et donc ça prend plus de temps et souvent ça se heurte à des raisons bassement économiques. Et malheureusement, ça prend beaucoup plus de temps. Et dans notre expérience, on a vu qu'on avait plus toute cette typologie qui revenait vers nous, c'est-à-dire qu'on avait des hôpitaux, des administrations
qui nous ont appelés pour vouloir le faire dans leur hôpital. Mhm. Et là, ils me disent qu'ils se heurtent à leurs praticiens qui ne veulent pas. Donc on m'a demandé de les appeler pour les convaincre. Donc j'ai appelé des praticiens, des collègues, pour leur expliquer que c'était intéressant de le faire. Et à contrario, j'ai aussi des praticiens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient le faire, mais que l'administration ne trouvait pas ça intéressant en termes de communication ou avait peur des coûts. Et donc je devais appeler l'administration pour les convaincre du fait que le coût n'était pas élevé et que c'était intéressant. Est-ce que tu peux nous parler du dernier, du coup, dans le protocole? Alors le troisième protocole, c'est le protocole d'hygiène. Donc c'est pareil, c'est aussi des acteurs clés de l'hôpital, et c'était aussi un de nos freins, puisque forcément, vous savez bien qu'un bloc opératoire, c'est un sanctuaire où on doit s'habiller et avoir une tenue adéquate pour éviter les infections. Et donc, comme on ramène un objet qui est pas stérile, on était très inquiets et très intéressés d'avoir leur avis. Et donc, on les a impliqués tout de suite aussi, dès le début du projet, pour avoir leur avis. Donc, ils ont été tout de suite emballés, ils ont fait des recherches et ils nous ont fait un protocole de maintenance, d'hygiène. C'est-à-dire là, c'est un protocole, avec pas de maintenance, mais un protocole d'hygiène tout court, un protocole de nettoyage de la voiture. À chaque fois qu'un enfant utilise la voiture, et nos équipes ont un nettoyage particulier avec des lingettes particulières, un produit particulier à faire pour que la voiture soit toujours saine et réutilisable. Et donc, ça a du travail en plus. Donc, c'est là que la conduite du changement a dû être bien menée, puisque forcément, on perd un petit peu de temps dans le transfert et on perd un peu de temps aussi dans la gestion de cette maintenance, de cette hygiène du véhicule. Mais le gain, il est ailleurs, notamment sur le réveil, le temps passé en salle de réveil qui est beaucoup amoindri parce qu'on n'utilise plus de prémédication. Et entre l'idée et la mise en place de ces protocoles, ça a pris combien de temps? Alors, quand on a eu l'idée, c'était courant 2017. D'accord. On a trouvé la voiture en octobre 2017. On a acheté 2 voitures avec nos propres moyens. Et on a commencé les moyens de l'hôpital les moyens, c'est les moyens des soignants. C'est-à-dire qu'on avait une cagnotte des docteurs. D'accord. On a acheté avec la cagnotte des docteurs 2 voitures. Okay. Donc c'est pas l'argent du contribuable. Comme c'était une idée un peu qui n'était pas encore prouvée scientifiquement, qui n'avait pas de valeur scientifique, pas pour le moment, il fallait qu'on prenne l'argent qui soit de l'argent propre. D'accord. Donc on a de l'argent propre. Vous avez fait une cagnotte. Une association, une association d'anesthésistes, une association de chirurgiens qui sont à but non lucratif, qui sont là pour faire justement la recherche. Donc on a utilisé cet argent-là pour acheter une voiture qui vient du compte des chirurgiens, une voiture qui vient du compte des anesthésistes. Et on a acheté une 3e voiture au mois de décembre 2017. Et cette voiture, je l'ai demandée aux footballeurs de l'équipe de Valenciennes. Comment ça s'est passé? C'est qu'en fait, chaque année, les équipes de foot, l'équipe de foot de Valenciennes a une cagnotte qui est prélevée au fait sur les taxes des joueurs. En fait, ils ont des taxes quand ils arrivent en retard à l'entraînement, quand ils ont fait des bêtises. Donc, avec cet argent-là, ils achètent des cadeaux pour l'hôpital, pour les enfants malades. Et donc, comme je savais qu'il y avait cette cagnotte-là bientôt, on a contacté les gens de l'équipe de foot de Valenciennes pour leur dire nous, on voudrait bien que vous achetiez une voiture électrique pour les enfants. Et au fait, on a été l'acheter nous-mêmes. Ils sont venus inaugurer. Et c'est là qu'il y a eu tout le buzz autour de cette aventure, puisque quand ils sont venus inaugurer, ils sont venus avec un journaliste pour faire des photos, un petit journal du coin. Et la photo était très belle. Ils ont accolé leur autocollant sur un 4x4 voiture électrique étiqueté Valenciennes FC. Et France 3, les journalistes de France 3 ont vu cet article. Et donc, en voyant l'article, ils ont eu l'idée de faire une vidéo sur cette stratégie qu'ils trouvaient intéressante, en tout cas en termes d'image. Et donc, tout ça pour vous dire que l'objectif premier était soignant, était qualité des soins, était hypnose pour l'enfant, était gestion de l'anxiété, l'anxiolyse de l'enfant avant une intervention. Et finalement, le buzz et la médiatisation de ce projet n'était pas notre objectif premier. C'était quelque chose qui est arrivé secondairement. Et est-ce que l'hypnose, vous l'avez testé sur les enfants? Alors en fait, l'hypnose chez l'enfant, c'est compliqué. C'est pas quelque chose qui se fait aisément. Il faut savoir que l'enfant, il tombe dans un état hypnotique très, très facilement tout seul. En gros, un enfant qui joue, regardez un enfant qui joue dans votre entourage, un enfant qui joue, il se met en état hypnotique, en auto-hypnose tout de suite. Il suffit juste que il voit quelque chose qui
qui le berce, il voit un paysage, quelque chose passer, tac, il est dans un état onirique. Donc c'est cette simplicité pour l'enfant de se mettre dans un état onirique spontané qui fait que la voiture électrique est hautement redoutable en efficacité. C'est-à-dire qu'au fait, concrètement, quand l'enfant va au bloc opératoire dans sa voiture, ben, il se rend même plus compte qu'il est au bloc. Il se rend même plus compte qu'il va se faire opérer. Il oublie même ses parents. Donc on a plein de parents qui disent au revoir à leur enfant, qui se retournent même pas pour le regarder. Et l'enfant suit le parcours jusqu'au bloc. Et donc l'expérience, elle est notamment extrêmement puissante quand on endort des enfants dans la voiture. Donc à aucun moment la boucle onirique, l'anesthésie dans la voiture, on l'endort avec un petit masque. Okay. Donc en fait, pour endormir les enfants, on utilise un petit masque, ils respirent un gaz. Et donc on fait régulièrement des anesthésies pour les enfants les plus anxieux potentiellement. On endort les enfants dans la voiture, on leur met leur surveillance dans la voiture et on les endort dans la voiture. Et une fois qu'ils dorment, on les installe sur la table d'opération. Donc cette boucle d'anesthésie, cette boucle d'hypnose ne s'arrête jamais jusqu'à que finalement qu'on arrête la voiture. Donc quand on sort l'enfant de la voiture, l'hypnose est terminée, il redevient dans la réalité. Et donc nous, on essaie de jamais la finir jusqu'à que le patient soit endormi. Et est-ce que tu peux nous parler du parcours ? En amont, en fait, ils sont vus en consultation. C'est-à-dire qu'on voit les parents et les enfants en consultation de chirurgie. Et déjà là, on a une bonne partie des enfants qui sont courants, qui a la petite voiture. On a mis des photos en consultation des enfants qui sont venus se faire opérer dans les voitures. Donc les enfants, déjà, ils ont hâte. Alors, on les met déjà dans l'ambiance. On leur montre les voitures avec des photos. Ils sont déjà pris dans un petit côté ludique. Ensuite, le jour J, ils arrivent le matin. Et donc, ils sont installés dans des chambres et où on les prépare, on leur met leur blouse. Et on a à côté un box, une sorte de garage avec toutes nos voitures. On en avait 2, puis 3, et finalement maintenant on en a 6 ou 7. Donc ils ont un box avec toutes les voitures, et ils peuvent déjà commencer à les choisir, à rentrer dedans, à jouer avec les voitures, à s'acclimater. Et on leur dit, quelle voiture tu veux prendre pour aller au bloc opératoire. Et dès que c'est leur tour, c'est parti, c'est le feu vert. On a l'aide-soignant, l'infirmière, qui accompagne avec les parents l'enfant qui fait son petit parcours. On a une télécommande et on a un parcours fléché. Un parcours fléché tout le long du parcours avec donc un départ qui se passe de la chambre de l'enfant jusqu'au bloc opératoire et donc régulièrement jusque dans la salle d'opération. Et donc les parents suivent. Alors il y a la lumière, il y a la musique, il y a des klaxons et les parents suivent l'enfant jusque dans le sas avant le bloc opératoire. Donc il y a un petit parcours de 30 mètres avec l'enfant et l'enfant continue sa route jusqu'au bloc tout seul. Et il n'est pas rare donc de voir l'enfant ne pas se retourner. Et ça, c'est plutôt une réussite. Les enfants rigolent, les parents rigolent. Alors, rarement on avait des larmes. Mais on a aussi les personnels qui se détendent. Et on a tous les patients autour qui vont se repérer également, qui croisent cet enfant, qui commencent à sourire, à se détendre. Et donc en fait, on a au niveau de l'ambiance générale une détente qui est plus que bienvenue et qui met du baume au cœur au fait dans un endroit qui n'est pas fait pour ça initialement. Ok. Et du coup, je reviens un peu en arrière parce que tout à l'heure tu nous avais dit qu'il y avait 3 voitures et maintenant quand tu as expliqué le protocole et quand j'ai vu en tout cas la botte, il y en a 6. D'où sont venus les autres ? En fait, après qu'on ait eu ce succès, on a eu plein de propositions de dons. Donc on a eu beaucoup de mécènes. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des hôpitaux et des soignants qui nous appellent pour le projet. Mais on a eu aussi une troisième population qui nous a beaucoup appelés. C'est des mécènes. C'est des gens qui a appelé l'hôpital, okay. Qui a appelé la communication. La communication, comme c'est un hôpital où vous êtes très délégué, nous a envoyé toutes les demandes. Et donc on a eu une multitude, et encore maintenant. Donc on est à maintenant presque 1 an et demi après le début du projet. Une multitude de gens qui nous contactent pour essayer de participer d'une manière ou d'une autre. Donc on a eu des choses qui sont parfois même très touchantes. On a eu une dame dont la voiture électrique qu'elle avait à la maison était la voiture de sa petite fille qui avait une leucémie et qui est décédée. Donc elle a voulu nous donner la voiture de sa fille. Donc on a pris la voiture de sa fille dans le projet. On a eu des associations de gens qui ont des maladies chroniques, qui ont voulu payer leur propre voiture.
On a des étudiants qui ont voulu faire une petite quête étudiante pour essayer pour avoir une voiture des étudiants. On a eu, alors là, plus médiatisé, on a des étudiantes lyonnaises et une dentiste de Lyon avec des étudiantes lyonnaises qui veulent faire le rallye des gazelles sponsorisé et puis avec le sponsor, payer une voiture pour un hôpital. Et en fait, tout le travail que nous, on a eu à faire, c'était un peu de filtrer. C'est-à-dire qu'en fait, on a accepté des choses de la région, d'abord, puis après, on a des choses qui sont au niveau national, qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur. Et donc, moi, j'ai dû remettre en relation des gens. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des hôpitaux qui m'ont appelé et des mécènes du même coin qui m'appelaient. Je les mettais en relation, puisque les mécènes voulaient travailler avec nous. Et moi, je dis, non, on travaille avec votre hôpital de proximité. Oui. Mais parce qu'ils ne savaient pas que... Et parce qu'ils ne savaient pas que l'hôpital pouvait être intéressé. Et donc, moi, j'ai fait un travail presque pendant 1 an de mise en relation de personnes entre elles. Alors ça, c'est plutôt les bonnes solutions, les bonnes résolutions. Après, on a toute une partie aussi des projets qui n'ont pas pu se faire. C'est-à-dire des mécènes qui ne trouvaient pas d'hôpital intéressé dans le coin, ou des hôpitaux qui ne trouvaient pas de mécénat, ou des gens privés qui trouvaient personne comme interlocuteur dans leur coin. Mais à chaque fois, j'ai encouragé au moins la bonne idée et la motivation. Et après, on a eu beaucoup de sollicitations à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a eu les Belges, 2 hôpitaux belges qui sont venus nous visiter. Donc en Belgique, c'est maintenant devenu très développé. On a les Italiens, qui ont été les premiers à nous contacter, un hôpital italien. On a les Allemands. Qui ont eu ça comment? Juste par... Alors c'est par le buzz. Il y a eu presque 20 millions de vues de la vidéo de France 3. Derrière, on a eu toutes les radios, toutes les chaînes de télé, TF1. Et après, on a eu l'AFP. Donc ça, là, c'est une dimension européenne. On a les Hollandais qui sont venus qui voulaient même faire leur vidéo chez nous et pas ailleurs. Et puis après, on a eu Marseille avec Florent Thauvin, un joueur de foot qui a acheté 15 voitures pour l'hôpital de Marseille. Alors le seul truc, c'est que les hôpitaux qui nous ont contactés, on a partagé notre savoir, notre culture, notre problématique, nos écueils, et on leur a expliqué comment réussir. On leur a fourni tout notre travail pour que ça fonctionne. Les hôpitaux qui ne nous ont pas vus, malheureusement, on a vu aussi des vidéos où ça se passe pas très bien avec l'enfant, etc. Puisque nous, juste en voyant les vidéos, on se rendait compte que c'était pas bien fait, qu'ils n'ont pas réfléchi. Et c'est dommage, parce qu'on aurait partagé volontiers nos projets avec ces hôpitaux-là. Et en tout cas, tous ceux qui nous ont contactés, on les a aidés gracieusement. On leur demandait juste, en cas de com', de nous citer. Et est-ce que toi, t'es parti voir ce que ça a donné dans d'autres hôpitaux ou pas? Je suis parti voir dans les hôpitaux de proximité. Au fait, on a donné des voitures à proximité. C'est-à-dire, on a un territoire, en fait, on a des hôpitaux à côté de nous. On a Maubeuge, on a Denain. Donc c'est des hôpitaux sur lesquels on a donné des voitures qu'on avait nous en trop. Donc on leur a donné les voitures, on leur a donné les protocoles. Et donc chez eux, on a pu voir le projet se mettre en place de visu. Et ailleurs, c'est des vidéos qu'on a vues ou des articles de journaux où on a vu que c'était mis en place. Après, je pense que si les protocoles sont bien suivis ou faits, ça se passera bien. Sinon, c'est plus compliqué. Avec toujours l'écueil de la maintenance. C'est toujours ça qui m'inquiète le plus quand les gens ils mettent le projet en place. Sans maintenance, il suffit que la voiture ait un problème et le projet s'arrête. Et tu sais que moi, ce qui me passionne le plus, c'est tout l'état d'esprit du design thinking. C'est pour ça que ton projet, j'adore ton projet. Et c'est pour ça que c'est la première interview que je fais d'une personne. Normalement, j'écris que sur des sujets. Et je voulais juste... Non, mais c'est vraiment... Moi, je suis vraiment hyper inspirée par ce projet. Et j'avais juste une question, parce que j'essaie de faire le lien. Et parce que, en fait, tout ce que tu as fait, c'est vraiment du design thinking, même si tu t'en es pas rendu compte. Tu t'es pas dit, je vais appliquer cette méthode ou cet état d'esprit-là. Et en fait, dans la méthode, tu as la partie... on va dire désirabilité, il faut que on essaie de résoudre un problème, et là c'est bien l'anxiété que vous avez essayé de résoudre et dire comment on la diminue. De l'autre côté, il y a toute la partie faisabilité technique, à part les protocoles et avoir des personnes qui vous achètent les voitures, il n'y avait pas grand chose à inventer, on va dire. Et en fait, moi je me pose la question sur la partie viabilité. Donc quand on fait un projet design thinking, c'est viable, c'est-à-dire il faut que
ça apporte quand même, économiquement parlant, que ça soit quelque chose, un gain. Je sais que vous êtes quand même un hôpital, mais un hôpital, il fonctionne aussi comme une entreprise. On va dire, l'exemple que je t'avais donné des États-Unis, je ne sais pas si tu l'as toujours en tête, de l'IRM, il faisait passer plusieurs enfants en 1 heure. Ouais. Et voilà, je voulais juste voir, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez essayé de faire? Vous avez fait un REC sur ça ou pas encore? Alors, en fait, j'ai un peu répondu à cette question-là. Alors, c'est un gain secondaire, puisque nous, notre gain, c'est l'anxiolyse. Et en fait, ce médicament-là qu'on ne met plus accélère le réveil du patient. C'est-à-dire que l'enfant en salle de réveil, il passe beaucoup moins de temps. Donc, on a un effet turnover de patients qui sera plus élevé. Ça, c'est l'effet indirect de notre processus. L'effet qui est quand même assez direct, c'est quand même un effet marketing. C'est-à-dire que quand même, cette technique, il y a beaucoup de parents qui nous disent les autres ne le font pas. Et donc, quand on vient opérer son enfant, malgré tout, si on sait que ça va être une partie de plaisir, ça va être drôle, et puis qu'on a vu que dans notre hôpital, on a une stratégie de gestion humaniste des enfants, et on devient un hôpital un peu plus attractif que les autres. Donc, ça change l'image. Ça change l'image. Donc, on a une image. On a pu d'ailleurs faire une campagne même publicitaire sur nos 10 ans de l'hôpital où une des 3 images qui était choisie, c'est un enfant dans une petite voiture électrique avec une infirmière. Donc c'est tout de suite quelque chose de très porteur, très positif en termes d'image. Et ça a quand même un gain probablement financier en termes de volume patient qui vient se faire opérer parce qu'ils savent qu'on va peut-être être plus performant et très à l'écoute de nos patients. Donc un impact indirect avec les médicaments qui font que l'enfant se réveille plus vite et donc on peut faire plus d'enfants sur la même période, et un effet direct avec probablement une attractivité, un effet marketing qui a été très fort et en tout cas ressenti dans notre business plan que l'on a établi. Et je vais finir avec une dernière question. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de brainstorming. J'arrive pas à imaginer des médecins brainstormer. Pas de chat, donc. C'est pas sympa, ça. Et du coup, je me disais, vu que c'était on va dire, un premier projet, un premier succès, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez tester, que vous aimeriez bien, en tout cas, vous challenger sur d'autres aspects? En fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, on a un hôpital qui a une délégation de gestion assez aboutie. On nous laisse faire pas mal de choses, mais donc on gère. Donc moi, je suis responsable polaire, donc j'ai presque 600 personnes avec mon trinôme de pôle, donc avec mon cadre administratif et ma cadre supérieure de santé. Donc on est tous les 3 à gérer toutes ces personnes avec un fonctionnement comme une entreprise. Et donc on s'est formé. On s'est formé à des techniques de management. Donc moi, j'ai fait un DU de management, par exemple. Et donc, la gestion de projet, c'est quelque chose qu'on a un peu appris à faire. Donc, le mot brainstorming, c'est pas quelque chose qui devient un gros mot pour un docteur comme moi, en tout cas. En fait, parce qu'on vous imagine plutôt dans l'urgence et, et pas plus dans la gestion de projet long terme. En fait, on n'est pas formé pour ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les études de médecine, on ne nous forme pas à gérer des projets. Mais je pense que ça va changer. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, nous... moi, en tout cas, mes équipes, ce qu'on a envie de faire. Alors, est-ce que cette culture-là, je l'avais avant, ou est-ce que c'est le fait de faire du management qui m'a fait changer, ouvrir les yeux sur le lien qu'on peut faire entre l'hôpital tel qu'il existe depuis dans notre esprit et l'hôpital de demain qu'on voudrait faire, c'est-à-dire un hôpital plus humaniste, ouvert sur la ville, ouvert aux patients, accessible aux usagers, à l'écoute des usagers. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On a l'impression que on est toujours sur l'image du médecin chef et qui décide tout seul, du médecin de famille qui avait le dernier mot. Je pense qu'on ne peut plus travailler comme ça, on ne peut plus gérer l'être humain comme ça. C'est dans l'air du temps, quand on écoute un peu ce qui se passe, tous les mouvements sociaux, on ne peut plus faire ça. Donc, pourquoi pas être les premiers à faire des choses un peu nouvelles et faire participer nos usagers, nos patients. On sera meilleur, on sera plus compétent et je pense qu'on aura probablement des résultats en qualité de soins. Donc ça, après, il faut le prouver avec la recherche. Et donc, pour ce projet-là, notamment, on a un projet recherche. Au-delà de la viabilité financière, on est en train de faire aussi essayer de le valider scientifiquement. Est-ce qu'on a un impact sur l'anxiolyse vraie? Est-ce qu'on a un impact sur la qualité? Mais est-ce qu'on a besoin de prouver ça? Parce que c'est le monde hospitalier.
c'est le monde médical. Oui, mais ça, c'est le monde aussi business. Aujourd'hui, le gros souci du design, en tout cas du design thinking, c'est de prouver sa rentabilité, le ROI. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent « Oui, mais c'est quoi mon retour sur investissement ?» Mais parce que c'est quelque chose qui pour moi, le seul ROI, c'est l'humain dans tout ça. Donc, on n'est pas obligé de prouver que scientifiquement ça marche parce qu'on voit que les gens sont heureux et que ça améliore leur expérience. Et au fait, on a toujours besoin de prouver que ça soit scientifiquement parce que c'est un hôpital ou financièrement parce qu'on a une boîte. Et on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment obligé de prouver ça? Alors, l'objectif de prouver en médecine, c'est de pouvoir dupliquer le modèle. C'est-à-dire que si jamais j'arrive, c'est plutôt qualitatif, c'est-à-dire que si on arrive à montrer à tous mes homologues, anesthésistes du monde entier, si on arrive à prouver que c'est scientifique ce qu'on a fait et que qualitativement c'est quelque chose de positif, et ben en fait ça va être reproduit. Et reproduit, donc ça veut dire que les enfants d'ailleurs, ils vont pouvoir aussi en bénéficier. Donc l'objectif n'est pas juste de prouver pour prouver, c'est prouver pour pouvoir dupliquer aisément. Et derrière, c'est la méthodologie. En gros, les techniques médicales, on doit faire nos preuves pour pouvoir derrière dire c'est comme ça qu'il faut faire. Et plus comme avant. Parce que comme avant, c'est des médicaments, ne pas parler aux patients, shooter, accepter les larmes et ne pas parler. Donc si nous, on dit, regardez, nous, on fait mieux que vous, en écoutant les usagers, en s'arrêtant un petit peu, réfléchir ensemble avec nos infirmières, les écouter, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, ne pas avoir une hiérarchie descendante et que tout le monde s'écoute et avoir des idées nouvelles et les tester et dire que ça fonctionne derrière, qu'on est meilleur, et ben les gens vont peut-être nous copier. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je parlais de prouver. Et peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de prouver. Mais c'est clair, c'est déjà pas mal que des boîtes, que des hôpitaux essaient de réfléchir à ça en mode projet et améliorer l'expérience des patients, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et je t'avais promis que c'était ma dernière question, mais j'ai une question, mais c'est juste une curiosité. Parce que, est-ce que tu sais, peut-être tu sais pas, pourquoi on a toujours ramené des gens dans des brancards au bloc? Parce qu'en fait, quand tu m'as expliqué que maintenant ils vont tout seuls, en fait, je me suis dit, mais pourquoi il y a eu ce brancard? Eh ben, je ne sais pas. Je pense que c'est un héritage d'après-guerre. C'est-à-dire qu'au fait, on mettait tout le monde dans les civières. C'est historique. C'est historique. Les gens étaient blessés. Il y a des héritages comme ça. On a des dogmes. Quelqu'un arrive, il est malade, on l'allonge. Et au fait, c'est une grosse erreur. Grosse erreur. On a l'impression que quelqu'un qui a une faiblesse, il faut l'allonger. Sauf qu'en faisant ça, on a un impact probablement psychologique, un impact génétique, un impact microbiologique qui doit être énorme. Et les gens, en fait, ils se disent, je suis vraiment malade. Et donc, en fait, c'est une grosse erreur. Et il faut qu'on change tous ces dogmes. C'est aussi une forme de facilité. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain qui allonge, le brancardier, le médecin ou l'infirmière qui allonge le patient, et ben, le patient, il est allongé. Du coup, il parle plus. Il lui parle plus. Donc, en fait, on peut passer à autre chose. Moi, je pense qu'il y a ça aussi. C'est qu'en faisant ça, on déshumanise le patient. Il devient un cas. Et c'est facile, en fait. On gagne du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin de lui parler. Et on n'a plus besoin de lui expliquer forcément tout, et on peut le ranger comme un objet. Et donc, nous, on essaie de faire une nouvelle version, et on réhumanise. Ça passe par toute une stratégie, toute une vision complètement différente, et malheureusement, on n'est pas encore très nombreux à partager cette vision, parce que ça coûte du temps,